Salut, pour la première fois dans les histoires vraies qu'on fait sur cette chaîne, le personnage principal va être un chien qui s'appelle Taz, un croisé berger australien de 3 ans qui a sauvé la vie de la personne qui partage sa vie. C'est sur plusieurs jours et c'est incroyable, à la fin, vous risquez d'être ému. Voilà, comme ça vous le savez. Avant de se lancer dans cette histoire fabuleuse, je me permets de vous dire que c'est la fin de la tournée de mon spectacle Archétype et c'est même la fin de mes tournées de spectacle pendant un petit moment. Je fais une pause spectacle, je continue tout le reste, mais si vous vouliez me voir sur scène, eh bien ça fait 14 ans que j'enchaîne les tournées. Là, il me reste plus que 17 représentations, 17 villes dans lesquelles j'étais pas allé depuis un petit moment, comme le Zénith de Nantes, le Zénith de Clermont-Ferrand, je vais aller à Niort, à côté de La Rochelle, à la Clameur. C'est la version ultime et définitive d'Archétype. C'est mon dernier spectacle de mentalisme qui mêle comme d'habitude humour et science. Je vous attends nombreuses et nombreux qu'on se fasse grand plaisir sur janvier-février 2025 parce qu'après je laisse un petit peu la poussière reprendre le dessus sur mes valises. Vous avez toutes les infos dans la description et toutes les villes s'affichent autour de moi. C'est parti. Sa colocatrice à Taz s'appelle Danelle Banerjee, c'est une athlète américaine renommée dans des sports d'endurance. Par exemple, elle fait de la raquette à neige, mais elle fait aussi du raid nature, du skyrunning. Si vous ne connaissez pas, c'est un sport extrême de course à pied. Ça se fait en montagne, à une altitude minimale de 2000 mètres, donc moins d'oxygène. Elle est 10 fois championne d'Amérique du Nord en raquette à neige, médaille d'or au championnat du monde des courses d'aventure. Elle a fait 7 Ironman. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez l'interview que j'ai fait de Marine Leleu. Elle a gravi les 55 sommets du Colorado de plus de 4270 mètres d'altitude. C'est un record féminin pour cette traversée. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui s'est passé le 13 décembre 2006. Danelle a 35 ans, elle est au pic de sa forme en tant que sportive. La saison des courses en raquette à neige et des triathlons d'hiver va bientôt commencer, donc pas de pause pour Danelle qui va continuer de s'entraîner. Et ce matin-là, elle décide d'aller faire un petit jogging dans un canyon appelé Amasa Back Trail à 2 heures de route de chez elle. C'est plutôt isolé, c'est assez risqué parce qu'il y a les rochers, etc. Mais il y a aussi les falaises, il y a de la pente glissante. Il y a déjà eu des accidents mortels là-bas, mais Danelle connaît très bien le lieu et, on va pas se mentir, elle a l'habitude d'évoluer dans ces environnements qui pour nous seraient exceptionnels. C'est un peu la routine pour elle. Elle monte dans son pick-up, elle emmène son fidèle compagnon, Taz. Taz, elle l'a adopté dans un refuge alors qu'il était tout petit, c'était encore un chiot, et quand elle l'a vu la première fois, elle a eu un coup de foudre réciproque d'ailleurs, hein. C'était lui, c'était elle, ils étaient faits pour se rencontrer, ils ont une grosse connexion, elle dit même que c'est une connexion spéciale qu'ils ont ensemble, et ça fait maintenant 3 ans qu'ils partagent sa vie et qu'il l'accompagne régulièrement dans ses entraînements. Arrivé au canyon, Danelle gare sa voiture dans un endroit qui n'est pas trop fréquenté pour ne pas gêner, au fond du canyon, juste à côté en fait du parcours qu'elle va emprunter. Personne ne sait qu'elle est partie, elle a prévenu personne, à cette époque elle est célibataire, elle vit seule avec son chien. Sa famille, ses amis ont l'habitude, quand elle va s'entraîner, elle ne prévient pas, elle ne dit pas forcément qu'elle y va et elle ne dit pas où elle va. Elle commence sa course, il y a un magnifique soleil, c'est parfait, elle porte un petit legging à haute course, une petite polaire quand même s'il fait frais. Son parcours doit durer 2 heures, donc elle ne s'est pas vraiment encombrée d'emmener beaucoup de choses. Ici, une petite bouteille d'eau qu'elle a coincée dans une banane autour de sa taille, c'est tout. Elle traverse le canyon avec Taz qui ouvre toujours la voie, ils sont entourés de rochers, les falaises dont je vous parlais tout à l'heure, et Danelle glisse d'un rebord. Elle dévale la pente, elle essaye de s'accrocher un petit peu partout à la roche pour se freiner, elle n'y arrive pas parce que tout s'effrite sous ses doigts. Elle continue de chuter dans le vide et elle s'écrase sur le sol. Danelle vient de faire une chute de 18 mètres. Une fois qu'elle tombe sur le sol, elle est sous le choc, elle ne comprend pas encore les dégâts corporels qu'elle a subis. Pourtant, le bilan est très lourd. Son bassin est brisé au point que ses jambes ne sont plus reliées mécaniquement à son squelette. En fait, elle est juste tenue par les muscles et les tendons. La première chose qu'elle va faire, c'est de vérifier si elle sent justement ses jambes, et par chance, du coup, c'est le cas. Les nerfs, ils sont encore actifs. Elle comprend qu'elle n'est pas paralysée, et elle essaie de se relever, sauf qu'elle se rend très vite compte que c'est impossible. Elle essaie de ne pas céder à la panique, parce qu'en plus, grâce à l'adrénaline générée par son cerveau, elle sent pas encore toute la douleur. Donc, elle se tire de toutes ses forces avec ses coudes pour essayer d'avancer. Tout ce qu'elle veut, c'est sortir du canyon et atteindre sa voiture. Les minutes passent, Danelle continue de ramper, et elle voit Taz qui court vers elle. Donc lui, il était resté en haut de la falaise, mais il a réussi à trouver un chemin pour arriver jusqu'à elle. Et là, pour Danelle, c'est plus qu'un réconfort. Parce qu'elle se dit que s'il a pu la retrouver, c'est donc qu'il existe un chemin, un moyen de remonter, de sortir de là où elle est. Elle continue de ramper, centimètre par centimètre, et Taz va faire des allers-retours en permanence. En fait, il part devant elle, il disparaît un peu, et il revient jusqu'à elle. En faisant ça, il cherche
une issue et lui montre le chemin qu'elle doit suivre. Le souci, c'est qu'elle avance très lentement, trop lentement. Et donc la nuit va tomber. Et passer la nuit dans un canyon, c'est pas rien. Ça l'expose à 2 dangers. Le premier, les animaux sauvages, les coyotes. Le deuxième, c'est le froid. La nuit, la chute est brutale, ça peut descendre en dessous du zéro. Au bout d'un moment, vous imaginez bien, elle est à bout de force, donc elle s'arrête de ramper, elle sait que c'est peine perdue, elle sait qu'elle va passer la nuit là, elle peut rien faire d'autre. Taz, lui, continue de faire des allers-retours pour essayer de la stimuler, pour qu'elle le suive, mais elle n'arrive plus à avancer. Donc elle regarde dans sa banane, où se trouvait la bouteille d'eau, et elle découvre qu'elle avait une petite poche de sucre qui restait d'une autre fois en fait. C'est la seule source d'énergie qu'elle a pour tenir. Alors elle en prend un tout petit peu, elle va rationner ce peu de sucre qu'elle a et elle va essayer de passer la première nuit. Le soleil s'est définitivement couché, Danelle entend les animaux sauvages, elle sent le froid qui la saisit et Taz se couche contre elle pour passer la nuit. Alors c'est bien parce qu'il va la réchauffer, hein, c'est une source de chaleur indispensable, elle ne peut pas s'en passer, même si en réalité, la température de Taz ne peut pas suffire à la sauver de l'hypothermie, surtout si elle s'endort. Donc elle a une idée pour s'empêcher de dormir, tout en maintenant une température corporelle correcte. Elle va faire des abdos, elle va faire des crunchs. Parce que tant qu'elle est en train de faire cet effort, elle sait qu'elle ne dort pas, donc elle ne va pas tomber en hypothermie, elle va se réveiller. Et en plus de ça, faire des crunchs, vraiment, ça va activer son cœur et donc elle va dégager de la chaleur. Je ne suis pas sûr qu'on aurait tous eu ce réflexe-là. En plus, elle ne peut pas y aller trop fort avec toutes les fractures qu'elle a. Mais malgré tout, elle arrive à relever sa tête et un peu le haut de ses épaules. Et elle se force à garder un rythme régulier. Et toutes les 5 secondes, elle répète le mouvement encore et encore. Et elle continue comme ça toute la nuit. Au lever du soleil, Danielle, elle est toujours en vie, elle n'a plus d'eau. Elle a passé l'épreuve du froid. Maintenant, si elle veut passer l'épreuve de la déshydratation, il faut qu'elle arrive au moins à retourner à la voiture qui est à seulement 3 km. 3 km, si vous allez en marchant, c'est 35-40 minutes. 3 km pour une sportive comme Danielle, c'est rien, mais c'est un Everest dans l'état dans lequel elle se trouve. Les premiers rayons de soleil sont apparus, qu'elle a déjà décidé de repartir en rampant, sauf qu'au moment où elle fait glisser son corps sur le sol, là, une douleur absolument terrifiante s'empare d'elle. Danielle n'a plus rien de son cerveau qui la protège de la douleur. Elle est à froid, comme on dit, et après avoir bougé légèrement son bassin, c'est insoutenable. Elle hurle de douleur, un hurlement qu'elle n'arrive pas à retenir qui résonne dans le canyon. Elle avance pendant des heures, dans d'atroces souffrances. Elle crie à plein poumon régulièrement, dans l'espoir que peut-être quelqu'un qui serait dans le canyon l'entende. Il n'y a pas âme qui vive à l'horizon. La déshydratation commence sérieusement à s'accentuer et elle repère une petite flaque d'eau. Alors c'est pas de l'eau, c'est pas très clean, c'est de l'eau boueuse, une espèce de nid de poule, de l'eau mélangée à de la terre. Elle a envie de boire tout ce qu'elle peut, mais elle sait que si elle prend plus que quelques gouttes, elle pourrait être malade ou ça pourrait faire l'effet inverse, son corps qui ne tolère pas. Donc elle va juste prendre un tout petit peu pour humidifier sa bouche et de quoi se réhydrater un minimum. Et elle a trop de choses en tête, elle est très lucide. Elle sait qu'avec cette distance qui reste à parcourir jusqu'à sa voiture, elle va jamais réussir à l'atteindre avant la nuit. Donc elle va sûrement repasser une autre nuit dehors. Et elle se dit que si elle boit trop, elle risque d'uriner sur elle. Elle va pas avoir le choix. Et avec le froid de la nuit, si elle est mouillée, l'hypothermie va la guetter encore plus rapidement. Dans son état, elle peut évidemment pas retirer son legging. Et c'est là qu'on voit que c'est une athlète habituée aux conditions extrêmes, aux environnements hostiles. Vous et moi, on n'aurait jamais eu ce genre de pensée. Taz, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Toujours des allers-retours. Il ouvre le chemin, il la guide. Et à chaque fois qu'il revient près d'elle, il fait une petite léchouille sur son visage, comme pour lui donner de la force. Il repart, quoi. C'est sa manière de lui dire « tiens bon », sans compter que lui aussi, blague à part, il y a une nuit qui s'est passée, une nouvelle journée, donc il commence à avoir faim et soif, forcément. Mais Danelle continue d'avancer tant qu'elle en a la force, tant que Taz lui ouvre la route, et ce ne sera pas assez. Durant ce deuxième jour, elle va ramper durant 5 heures et faire seulement 400 mètres sur les 3 km. C'est terrifiant, elle est immobile sur le dos, elle est prête à passer cette deuxième nuit, elle l'a acceptée au fond d'elle. Les températures sont glaciales, elle a une très grosse boule au ventre, mais une vraie boule. Quand elle touche cette boule, c'est comme s'il y avait un ballon d'eau qu'elle pouvait faire bouger et elle comprend en faisant ça qu'en fait, si c'est du liquide, c'est que c'est une hémorragie. Donc elle arrive à conscientiser qu'elle fait une hémorragie interne depuis qu'elle a chuté et donc qu'elle a dû perdre déjà beaucoup de sang. C'est un constat assez terrifiant pour elle parce qu'elle sait qu'à partir de ce moment-là, les minutes et les heures sont comptées. En plus, Taz commence à avoir un comportement inhabituel. Au lieu de se blottir contre elle, comme il l'avait fait la nuit précédente, il est allongé à quelques mètres d'elle.
Et il la regarde avec un petit air triste et il couine. Et là, Dannel comprend quelque chose. Avec le comportement de Taz, qui la regarde en couinant et en gémissant au loin, juste à quelques mètres d'elle, elle comprend qu'elle doit être en train de mourir et que Taz le sent. Et malgré tout, Dannel a une force de vie incroyable. Elle lâche pas. Elle réalise les dégâts sur son corps, elle a conscience qu'elle a très peu de chances de s'en sortir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Des abdos. Alors c'est pas les grands crunchs de Thibaut InShape, c'est vraiment juste des petits mouvements, encore et encore, des petits abdos, toujours plus petits que la nuit précédente, moins nombreux aussi, mais elle continue de le faire durant toute la nuit. 3 jours qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu à part les petites gorgées d'eau un peu boueuse, et son hémorragie s'est forcément aggravée. Heureusement qu'après 2 jours sans nouvelles, il y a des gens qui ont réagi. Sa famille, ses amis ont alerté la police, qui se sont quand même rendus chez elle. Et heureusement, Dannel, c'est une personnalité quand même dans sa ville. Ah oui, c'est une athlète reconnue, médaillée, donc la police sait où elle a l'habitude de s'entraîner, connaît un petit peu son parcours. Donc sans savoir précisément où est Dannel, l'équipe de recherche se met en place et décide d'aller chercher du côté des canyons. Elle, de son côté, elle n'y voit presque plus rien, sa vision est devenue floue, elle ne sait plus où aller. Elle fait donc un choix terrible, celui de retourner en arrière pour retrouver la flaque d'eau. Elle doit s'hydrater. Donc elle revient en arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça aussi, ça peut te flinguer mentalement. Une fois arrivée, elle est immobile. Elle pense à sa vie, elle pense à sa famille, elle pense à ses amis. Elle cherche de la force dans tout ça, en fait. Elle pense à tout ce qu'elle aurait encore aimé vivre. Maintenant, il lui reste plus que Taz, qui est lui aussi quand même très affaibli. Et quand on y pense, il aurait pu partir. Il a depuis un moment trouvé une sortie de ce canyon. Il a retrouvé la route principale. Et ça fait 3 jours qu'il est là. Il reste avec Dannel. Il continue de faire des allers-retours. Toujours le même rituel, la petite léchouille sur le visage de Dannel avant de repartir. Ça fait 51 heures que Dannel est tombée. Et en réalité, elle n'a plus du tout d'espoir d'être retrouvée. Pour elle, elle a compris que c'était terminé. Elle sait que si elle doit passer une 3e nuit dans le canyon, terminer avec son état, ça va être fatal. Elle explique qu'à ce moment-là, elle a regardé Taz et qu'elle lui a dit « Taz, je suis blessée, j'ai besoin d'aide, va chercher de l'aide. » Elle lui dit clairement de partir. Elle a l'intonation et les gestes pour ça et Taz la regarde comme s'il avait compris chacun de ses mots. Il part aussitôt. Pour elle, rien n'est moins sûr. Tout ce qu'elle voit, c'est Taz qui part. Je rezoome sur l'équipe de recherche qui, de son côté, est déjà arrivée au canyon. Alors, la zone de recherche, elle est immense. C'est 32 km² le canyon. Ils cherchent littéralement une aiguille dans une botte de foin et l'équipe scrute avec les jumelles l'immensité du canyon. Quand tout à coup, il y a un officier qui voit un chien au loin qui est en train de courir dans leur direction. Il est encore très loin, il est en bas du canyon, mais ils sont sûrs, il arrive vers eux, ça se voit. Une fois près d'eux, il n'arrête pas de tourner, de japper, d'aboyer, mais il ne se laisse pas toucher, il ne se laisse pas attraper. Ce que je veux dire, c'est que depuis 3 jours, là, il a forcément très faim à ce moment-là, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, sûrement qu'il a bu très peu, donc il pourrait s'arrêter et réclamer à boire et à manger, mais il ne fait rien de tout ça, juste il s'agite dans tous les sens pour attirer leur attention et l'équipe va comprendre que le chien essaie de leur communiquer quelque chose. Donc il y a un pisteur de montagne qui décide de prendre le quad et de suivre la direction par laquelle Taz est arrivé. Il remarque très vite des traces de pas qui datent d'au moins 24 heures. Il commence à les suivre. Au bout d'un moment, Taz repart en courant vers le canyon. L'officier l'observe au loin avec la paire de jumelles et guide le pisteur qu'est le quad par talkie-walkie pour le suivre. Sauf que Taz court très vite. Alors le quad tente de le suivre à son allure, mais le terrain est très escarpé, il y a beaucoup de rochers. Il est obligé de ralentir et du coup, il perd Taz de vue. En réalité, Taz, il a tracé jusqu'à Dannel. Il l'a rejoint. Et quand elle le voit arriver, elle voit que son comportement est différent. Il est tout excité, il remue la queue, il lui lèche les larmes sur son visage. Et Dannel entend un bruit de moteur au loin. Elle comprend que Taz a réussi et qu'il est allé chercher des secours. Et elle se met à hurler de toutes ses forces. Sans peine, le pisteur retrouve Dannel, il prévient tout de suite l'équipe de recherche qui va arriver. Elle est très vite prise en charge par les secours, elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Quand le médecin découvre son état, ils comprennent même pas comment elle fait pour être encore en vie. Je pense que si Dannel n'avait pas été l'athlète qu'elle était, en étant aussi habituée à ces conditions de vie extrêmes, elle n'aurait jamais survécu. Avec toutes ces fractures, les médecins disent et pensent sincèrement qu'elle ne pourra jamais remarcher, mais au moins, elle est en vie. Et au final, après des mois de rééducation et sans doute des années à retrouver les capacités qu'elle avait à l'époque, non seulement Dannel remarche, mais en plus elle a repris la course, elle a même créé un marathon, son marathon, sur le parcours de l'accident. Et vous vous posez la question de Taz aussi, évidemment il a continué à la suivre partout. Cet accident a évidemment encore plus resserré leurs liens. Il a assisté à la nouvelle vie de Dannel, la vie de rééducation, puis Dannel qui se marie, puis Dannel qui a des enfants, il était là pour tout ça. Malheureusement on sait tous que les animaux n'ont pas la même espérance de vie que nous, les humains, et en mai 2020, il a 16 ans et 9 mois, et Taz s'en est allé.
Elle a écrit ce jour-là sur Facebook « Les quelques mois avant sa mort, je suis resté enfermé pour le réconforter et prendre soin de lui, comme lui l'avait fait pour moi pendant 51 heures. Je l'ai emmené en voyage au Mexique pour qu'il sente l'air salé et le sable entre ses pattes. Je l'ai porté puisqu'il ne pouvait plus marcher. Je lui ai donné ses traitements quotidiens. J'ai cuisiné ses viandes préférées. Je me suis allongé près de lui par terre la nuit pour dormir. Je lui ai dit que je ne l'oublierai jamais et je lui ai dit que quand je mourrai, je voudrais aller partout où il va. » Je vous rappelle que Taz, c'était un croisé qu'elle avait adopté dans un refuge. Là, il y a Noël qui arrive. C'est l'une des pires périodes pour les refuges parce qu'ils savent que beaucoup de chiens vont être offerts à Noël et sûrement abandonnés l'été qui suivra. C'est malheureusement le rituel comme ça tous les ans. Donc s'il vous plaît, si vous souhaitez prendre un animal, soyez conscient de ce que cela représente. Et si vraiment vous voulez un chien ou un chat ou un animal de compagnie avec vous, avec qui vivre, un colocataire comme je dis, pensez à faire un tour dans le refuge le plus proche de chez vous. On ne sait jamais, il y a peut-être un petit Taz qui vous attend. Ces épisodes d'Histoire vraie et des inédits existent également en podcast sur toutes les plateformes. Je vous mets un lien dans la description. Pensez à prendre une place dans les Zéniths le plus proche de chez vous si vous voulez qu'on se voit durant mon spectacle ou à l'issue de mon spectacle d'ailleurs. Je m'appelle toujours Fabien Licard, à très bientôt. Ciao.